Donc pour le coup, moi je vais pas forcément vous parler de PHP. Bon, c'est à ce moment-là qu'on me jette des pierres. Je vais plus vous parler des outils qui peuvent nous aider à faire du PHP plus efficacement. Donc rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors déjà je tiens à dire que je ne suis absolument pas solidaire de trucs qui est affiché sur la porte. Donc je m'appelle Alexandre Jardin, je travaille en tant que senior backend développeur à Emakina. Donc j'ai principalement fait du Magento ces dernières années. Et un petit peu de Symfony à l'occasion. C'est comme Symfony que je préfère. Donc cette petite présentation, je l'ai bâtie en fait sur quelque chose que j'ai remarqué au fil de ces années à travailler à Makina avec différentes équipes. C'est que les développeurs rencontrent trois types de problèmes récurrents lorsqu'ils doivent intervenir sur des projets. Le premier, c'est l'environnement local. Donc c'est un problème un peu moins fréquent lorsque vous travaillez toujours sur le même type de projet. Donc, par exemple, ceux qui font que du Symfony, ils n'ont pas forcément le problème. Mais ceux qui travaillent sur du Symfony, sur du Opal, sur du Magento, par intermittence, c'est un peu compliqué. Deuxième point, c'est qu'en tant que développeur, on tape toujours les mêmes commandes au fil de la journée. Donc vous allez vider le cache 40 fois par jour, vous allez réindexer des choses, je ne sais pas combien de fois par jour, etc. Et le troisième point, qui pour moi est pas mal impacté ces dernières années, c'est le temps passé à faire de la code review. Donc voilà, toute la présentation, je l'ai articulée sur ces trois points-là, et je vais aborder deux, trois petits trucs qui peuvent nous aider à être plus efficaces là-dessus. Donc voilà, il y a des outils pour régler ça. Donc, le premier truc, déjà, on va commencer avec l'environnement local, parce que c'est la base de tout. C'est-à-dire que si on a un truc foireux déjà sur la base, ça ne va pas forcément être efficace. Donc Docker, ça a été déjà évoqué rapidement par Mathieu, puis par Titouan. C'est, je pense, un des mots les plus fréquemment utilisés dans peu importe le type de conférence ces dernières années. Donc Docker, déjà, qu'est-ce que c'est? Je vous promets, c'est le seul slide théorique. À droite, vous avez une archi à base de VM, c'est-à-dire avec un hyperviseur et des VM au-dessus, avec des systèmes d'exploitation embarqués sur chacune de ces VM. À gauche, vous avez de la containerisation avec Docker. C'est la petite magie en bleu, où en gros, vous voyez qu'il n'y a pas de système d'exploitation embarqué dans chacun des conteneurs. Par exemple, sur une stack LAMP, si chacun de vos services, donc par exemple Apache, MySQL, PHP, repose sur une Debian, Debian ne sera émulé qu'une seule fois. Donc, pour faire ce court et simple. Donc, ouais, super, une nouvelle techno, à quoi ça sert? Donc, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. Si vous travaillez sur plusieurs types de projets, devoir passer d'une version PHP 5.6 à une PHP 7.2, si vous êtes tout en environnement natif, c'est parfois un peu compliqué. Mais à la limite, ça se fait. Par contre, si vous passez d'un Apache à un Nginx, d'un MySQL à un Postgre, d'un Memcache à un Redis, ça commence à devenir le gros bordel sur votre poste et on arrive très vite à se rendre compte qu'il faut restaurer le système parce que c'est plus maintenant. Aussi, cette petite phrase que je pense qu'on a tous au moins entendu si vous êtes proche de développeurs. Le fameux « Ah ouais, mais ça marche sur mon local », pendant que la prod brûle à côté. Pourquoi ce truc-là? Tout simplement parce que dans un environnement dev, si on fait n'importe quoi avec, donc si on installe tout un tas de trucs en parallèle, c'est pas forcément fiable et c'est loin d'être ISO à la prod. Donc vous pouvez me dire, ouais, on va utiliser des VM. Les VM, ça peut être une solution. Par contre, j'espère que vous avez une bonne machine, parce que avoir plusieurs VM en parallèle, ne serait-ce qu'en termes d'espace disque, c'est assez compliqué. Pour l'avoir vécu, nous on se trimballait sur un projet, une VM qui pesait, je crois, 50 Go, qui mettait 3 heures à être exportée, 3 heures à être importée. Au final, c'est un jour homme qui est perdu juste pour passer dans l'environnement à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas cool. Donc, comment ça marche? Alors, vous passez en fait, je pense, plus de temps à télécharger le DMG si vous êtes sur un Mac qu'au final à prendre votre environnement. Vous pouvez en fait, à la limite, si vous êtes super loin, donc vous ne verrez pas forcément, parce pour avoir un environnement Docker, le premier truc à faire, c'est déjà de faire un petit Docker Compose YAML. Vous allez décrire votre stack. Donc, par exemple, là, l'exemple que j'ai, c'est un truc que j'utilise sur un projet. Donc, il y a un Apache, un MySQL, un PHP. Au final, tout ça, c'est juste des nœuds. Voilà. Là, il y a un nœud pour Apache, un nœud pour MySQL, un nœud pour PHP. Ça fait 34 lignes et ça suffit pour décrire un environnement qui est exploitable en l'état. Donc, pour les détails, sur le nœud Apache, je décris quelle image je veux utiliser. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que sinon vous allez me taper dessus, ça va durer trop longtemps. Toujours-il que le premier nœud en fait, permet d'écrire un service Apache qui écoute le port 443 pour faire du HTTPS, qui partage un volume pour partager les codes sources. Donc en gros, vous allez modifier votre code source en local, et tout comme si vous aviez un WAMP, ça va être rafraîchi automatiquement dans votre conteneur.
Pour MySQL, cette fois, c'est le port 3306 pour pouvoir directement se connecter dessus, avec un volume persistant pour la base de données. Parce que Docker, toute la force de Docker, c'est de pouvoir supprimer et recréer ces conteneurs à la volée sans impacter ces données. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous conseille la doc officielle qui est super bien foutue. Pour démarrer, vous avez quasiment des exemples clés en main, juste à modifier 2-3 petites lignes. Donc là, ça suffit pour avoir une stack en fait, avec des services configurés par la communauté avec les settings de base. Mais si vous voulez avoir une configuration un peu plus poussée, enfin un peu plus personnalisée, vous allez créer un Dockerfile. Pareil, là c'est juste un fichier texte. Donc n'importe qui avec un éditeur de texte peut écrire son Dockerfile. Le Dockerfile, c'est constitué en haut d'un petit from. Donc en gros, vous allez spécifier l'image sur laquelle vous voulez vous baser. Donc là, dans mon cas, c'est PHP 7.2 FPM. Donc je récupère déjà comme base un PHP 7.2 FPM avec tous les settings par défaut correctement configurés. Juste après, le gros pavé, là, c'est l'installation de tous les paquets, moi, dont j'ai besoin. Donc notamment mes extensions PHP, j'ai GD, j'ai les extensions APCU, LCF, MongoDB et Redis. Juste après, j'ai une instruction copy pour copier mon PHP ini perso dans mon conteneur. Parce que comme ça, je tweak un petit peu la configuration web cache sur certains points notamment. Et derrière, un petit truc, passons, on n'a pas le temps. Toujours est-il qu'avec 2 fichiers, on peut avoir un environnement entièrement préconfiguré pour faire tourner un projet. Donc c'est-à-dire que ces 2 fichiers, vous les versionnez sur un repo Git. Donc il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous maintenez un repo Git indépendant pour maintenir par exemple votre environnement de référence sur une techno, soit vous intégrez directement ces fichiers à côté de votre code source de projet, et vous allez pouvoir récupérer directement l'environnement en même temps que les sources projets. C'est 2 façons de voir, ça vous peser le pour et le contre. Moi je préfère en avoir un dans un repo indépendant, comme ça j'en ai un seul à maintenir. C'est un petit peu parfait. L'avantage de décrire aussi son environnement de façon textuelle et non plus à coup de VM qui pèse des dizaines et des dizaines de gigas, c'est quand vous avez besoin par exemple de faire une migration. Ça c'est True Story, c'est un truc que j'ai fait il y a quelques semaines pour basculer un vieux projet Magento 1 de PHP 5.6 à PHP 7.2. Donc voilà, c'est un truc qui n'était pas maintenu depuis un petit moment. J'ai eu à modifier ces 4 ou 5 lignes en tout. Donc là, je modifie le fichier texte, je retape un petit docker-compose build, je fais up-d, boum, hop, mon environnement a changé de version. Donc c'est beaucoup plus facile pour le coup de modifier l'infrastructure que ensuite de convertir son code pour passer sur PHP 7.2. On s'en doute un peu, surtout quand on utilise. Titouan, on a parlé un petit peu, il y a un truc qui est en cours, que je regarde aussi d'un coin de l'œil plus qu'intéressé, c'est le support de Docker via l'IRECIP de Symfony. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, il l'a très bien expliqué. Et peut-être qu'un jour, en faisant un composer require ORM, boum, on aura notre service de base de données directement intégré dans notre Docker Compose. Donc il y a le lien vers la pull request si ça t'intéresse. Donc en résumé, Docker, c'est super chouette, c'est une nouvelle techno, mais ça vous permet déjà d'uniformiser les environnements au sein de toutes vos équipes. Donc là, vous n'allez plus à vous inquiéter de savoir si telle ou telle personne a la bonne version de PHP, a les bonnes extensions d'installer, a les bons services de cache et compagnie. Ça peut être partagé super simplement en quelques secondes, parce que le mec, il a juste à cloner un repo Git plutôt qu'à récupérer un DOM de plusieurs gigas. C'est super léger et super rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est super long, mais c'est passionnant. Si ça vous intéresse, renseignez-vous, c'est une techno qui est super intéressante. En résumé, vous allez passer beaucoup moins de temps déjà à gérer votre environnement, et passer du coup beaucoup plus de temps à développer des choses intéressantes en soi. Donc là, c'était pour la partie infra. Ensuite, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est tout aussi important, c'est les code styles. Donc, les code styles, déjà, pourquoi? Le fameux débat, les espaces contre les tabulations. Voilà, je savais que ça te ferait plaisir. On l'a tous au moins vu, ou même on y a participé très certainement. Voilà, on s'est tous tapé dessus à un moment donné. Voilà. Je vois qu'on a tous vécu la même chose. Perso, je suis passé au Go un petit peu, et ça résout le problème parce que oui. ça marche. Ah bah là c'est clairement, là c'est, tu te poses pas la question, là c'est... Et je parlais d'un autre truc juste après qui pose encore moins de questions. Et aussi un truc qui me... C'est un truc que j'ai trouvé sur le net, sur un compte Twitter, je ne me souviens même plus lequel c'est
une petite phrase qui je trouve très intéressante, c'est que les programmes sont d'abord écrits pour que des personnes les lisent et qu'ensuite implicitement des machines les exécutent. Donc, en fait, le sens derrière ce truc-là, c'est que votre code, il peut être super performant, ça peut être 4 ternaires imbriqués avec, enfin bref, aucune documentation, ça peut répondre à un besoin à l'instant T. Par contre, pour le maintenir 2 semaines après, si c'est vous, à la limite vous allez peut-être vous en sortir, mais si c'est quelqu'un d'autre, et 4 ans après, quand vous devez revenir sur votre code, bah là c'est juste pas possible. Ou alors vous allez perdre un temps monstrueux. Donc comment on règle ces trucs-là? Premier outil qui est à la fois super puissant encore une fois et aussi tout aussi simple à utiliser, PHP CSS Fixer. À gauche, c'est une configuration que j'utilise sur un projet, donc c'est clairement pas ce que vous devez utiliser sur un projet, c'est à vous de définir votre code style. Toujours est-il que ce truc-là, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère les règles de code style de Symfony et ça en ajoute quelques-unes. Donc, par exemple, moi je suis pas fan de la syntaxe longue pour les tableaux, donc je la réécris et je dis que c'est short. Parce que sur Symfony c'est long, la mémoire. Pareil pour le Yoda style, moi je suis pas fan, donc je le surcharge. J'en ai rajouté quelques-unes pour les else qui servent à rien, les return qui servent à rien, pour ordonner les use en haut de mes fichiers. Et ensuite, je dis dans quel fichier je veux appliquer mes code styles. Donc là, dans SRC, dans test. Parce que tant qu'à faire, autant appliquer ces code styles dans les tests unitaires, parce que ça reste du code. Pour installer, vous faites juste un composer global require où vous mettez ça directement dans votre projet en tant que dev dependency, il n'y a pas de problème. Et ensuit, vous faites PHP CSS Fixer, donc soit en mode fixe pour appliquer directement les code styles sur votre projet, soit en mode dry run pour voir déjà ce qui va être modifié. Ça peut être intéressant de faire un dry run avant, c'est toujours plus sûr. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, merci d'avoir expliqué cette partie, ça peut gagner du temps. Cette ligne là, qui est un peu plus longue que les autres, va vous permettre d'ajouter automatiquement le backslash, le fameux backslash, devant les fonctions natives qui peut être optimisé via Opcache. Donc c'est pour ça que le composer require, je ne récupère pas la branche DevMaster, je récupère la branche 3.0 de PHP CSS Fixer parce que c'est n'émergé que dans cette branche. Toutefois, si jamais je me trompe, c'est pas bon. Donc pour la partie PHP, voilà, en un fichier que vous pouvez. Vas-y. Ça remplace l'auto-formateur de PHP Store, par exemple. Ça peut être un complément. C'est un complément. C'est un complément. C'est complémentaire, ça fait la même chose. Disons que tu as très peu de chances que ton PHP CSS Fixer aille à l'encontre de PHP Storm. Par contre, PHP Storm ne va pas te faire autant de corrections que PHP CSS Fixer. Et puis tout le monde peut avoir PHP. Voilà. Par contre, même si on n'a pas tous le même niveau, on peut tous avoir le même code. Voilà. Disons qu'on a tous PHP au moins, donc on peut utiliser PHP CSS Fixer. En plus, c'est facile entre guillemets d'intégrer PHP CSS Fixer dans ton continu pour te planter le PR, ça t'a l'air trop Ouais. Du coup, ça unifie le code naturellement. Oh, ça me fait gagner du temps pour ça. Non, j'ai prévu d'en parler juste après, c'est pour ça que je me fais sourire. Je parle pas des outils d'analyse. Ouais. Non, justement. Symfony, en fait, n'utilise pas la syntaxe short, ils utilisent la longue. C'est pour ça qu'en fait, quand je récupère les règles de Symfony, derrière, moi je dis, attends, c'est où? C'est là. Je dis qu'en fait, moi je veux la short. Parce que dans Symfony, c'est la longue. Ouais. Ça va la changer? Ouais. Mais si en fait, si tu veux la syntaxe longue, Donc si toi t'as écrit la formation. Non, si t'as écrit la mais tu commits ce que tu veux en fait. Je veux dire ce que ça t'a changé, c'est un commit de plus. Ouais, c'est qu'en fait, voilà, ce que je disais, Symfony utilise la syntaxe longue. Oui. Moi perso, je suis pas fan, donc j'ai écrit short. Mais si j'avais pas mis short, par défaut, ça aurait été long, parce que c'est la règle qu'utilise Symfony. Si tu as mis, si tu as des changements apportés par CSS Fixer, avoir un commit de plus. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, tu as 2 cas de figure. C'est si tu commences un nouveau projet, tes code styles, tu les définis. Donc là, en fait, ça sera toujours correctement fixe. Si tu ajoutes un fichier PHP CSS Fixer sur un projet déjà existant, bah, ton premier commit, ouais, ça va être une diff monstrueuse pour uniformiser les code styles. Mais normalement, ça n'arrive qu'une fois. Parce qu'après, avant de commit, tu vas l'exécuter. Tu peux même le mettre au commit. Après, c'est pas grave. Ouais, Si mais c'est pas commit. Tu peux aussi avoir des outils après les commits qui vont analyser ton code derrière. Non, c'est pas ça. C'est censé être relatif de préférence, c'est votre code.
Vous avez un coup avec ça. Lui, Non, mais j'explique. perso, parce qu'il est malin, il fait ça. Voilà, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure. C'est ce C'est un truc-là. exemple. C'est mes règles à moi. Ouais, c'est un exemple. Rien ne t'empêche en fait de prendre ça comme base et de dégager les trucs que t'aimes pas. Mais Non, c'est pas des règles à toi, c'est des règles qu'on prend du projet. Oui, mais C'est on travaille pas sur le même projet. Le résultat, tout ça, c'est pas C'est- ça, PHP Storm, c'est ça. Dans PHP Storm, qui sont. C'est dans le cas où on travaille sur le projet. Oui, non, mais voilà. C'est PHP Storm va pas te dégager la syntaxe longue de ton arrêt. Par contre, PHP CSS Fixer le peut. Et c'est à toi de voir. Ce qui compte, c'est l'homogénéité du C'est- repository. C'est Voilà. juste qu'il faut se mettre d'accord sur une syntaxe pour un projet et ensuite Bon. tous les développeurs utilisent. Si vous voulez, je vous passe directement les slides d'après. Ouais. C'est ma conclusion en gros. Ok, Enfin, bref. bon. Ouais, du Vous coup, avez la même logique, chose c'est- avec le JavaScript, ça s'appelle ESLint, c'est tout pareil. Alors pour le coup, là cette fois, c'est un fichier JSON, mais c'est exactement le même fonctionnement. Donc vous faites des extends de règles qui existent déjà, vous rajoutez les vôtres s'il y a besoin. Donc ce truc-là, c'est juste pour dire les choses que vous utilisez. Par exemple, j'ai jQuery dans mon projet, donc je dis bien que j'utilise jQuery pour pas que le dollar soit remonté comme erreur. Sinon, je vais avoir des $ is not defined et compagnie. C'est pas cool. Je précise que je suis en ES 6 dans mon projet pour adapter l'analyse syntaxique. Et encore une fois, il y a des règles avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc par exemple, la règle par défaut, si je n'avais pas ajouté rule max len 120, toutes les lignes avec plus de 80 caractères sont remontées comme erreur. 80, je trouve que c'est un peu violent de remonter des erreurs pour 80 caractères, donc je l'ai passé à 120. Parce que je trouve que 120, effectivement, quand tu le dépasses, c'est pas très lisible ensuite quand tu fais ta code review. Et j'ai mis nos consoles off, pourquoi? Parce que j'ai des consoles.error quelque part dans mon projet. Donc je n'ai pas forcément envie de tous les dégager. Mais encore une fois, c'est très subjectif. C'est un travail de discussion au sein d'une équipe, soit au démarrage du projet, soit au moment où vous voulez intégrer des code styles pour que tout le monde se mette d'accord. Mais c'est collaboratif. Ça ne doit pas être une personne qui impose ses code styles aux autres. Sinon, c'est contre-productif. Ça va plus frustrer les gens qu'autre chose. Alors, le premier s'installe avec Composer, le deuxième avec Yarn ou NPM. Je suis d'accord. C'est pour ça que je mets pas de node NPM et compagnie. Même Symfony, dans la doc, il n'y a pas. C'est via la doc Symfony que j'ai découvert Yarn, pour être honnête. La première, c'est pour l'installer, la deuxième, c'est pour l'exécuter. Ouais, voilà. Je suis désolé, c'est tout petit, mais j'ai plus de place sur les slides. Non mais, de toute façon, c'est ce que je disais, les slides, je vais foutre sur Twitter ensuite. Mais vous avez les instructions, et sinon, vous tapez ESLint, auto-install, et honnêtement, c'est super simple à installer, contrairement à d'autres choses. On verra. Donc, appliquer des code styles, déjà, votre code va être beaucoup plus lisible. Lisible pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde va coder de la même façon. Donc, il n'y aura plus déjà de débat. Les accolades, je les mets à la ligne ou je les mets sur la même ligne? Je mets des espaces ou des tabulations? Tous ces trucs-là. En plus, ESLint, de mémoire, va aussi pouvoir vous remonter si votre JSDoc est incomplète. De même que PHP 6. Non, c'est PHP 5 un petit peu. Donc voilà, les commits aussi seront beaucoup plus cohérents, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une personne qui remplace tous les espaces par des tabulations une fois sur deux, ou des mecs qui mettent l'accolade à la ligne une fois sur deux. Aurélien. On a mené une petite guerre à une époque là-dessus, sur un projet en commun. C'est qui a gagné. Je sais plus. Celui qui est resté. C'est qui a resté. T'es où aujourd'hui? T'es avec les arts. Comment ta grande gueule là? Et troisième point, le code peut aussi être plus performant. C'est pour ça que je dis parfois. C'est parce que là, pour le coup, il est plus performant, principalement grâce à une règle, le native function invocation, avec l'ajout du backslash devant les fonctions natives qui peut être optimisé via cache. Mais c'est ce que vous avez commencé à dire par vous-même tout à l'heure. Le plus important, c'est de rester cohérent. C'est-à-dire des code styles, vous définissez une fois et vous les suivez. Le plus important, peu importe ce que vous choisissez comme code style, syntaxe longue ou courte, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir la même partout, que le code soit vraiment uniforme, qu'on ait l'impression que ce soit la même personne qui ait créé le code de A à Z. Donc ensuite, l'analyse statique. Bon là, il y a des gens qui vont commencer un peu à parler. Pourquoi on en a besoin? Voilà. Je devais mettre un chat dans mes fraises, donc on va choisir. Ça reste encore plus drôle. J'y penserai la prochaine fois. Non, plus sérieusement. La code review, alors ça c'est des chiffres qui sont sortis de Codassi
suite à l'analyse de, je crois que c'était un sondage qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de développeurs, qui avance comme chiffre 28% de temps passé par jour, ou dans sa globalité, par un développeur dans la code review. Je trouve ça à peu près cohérent parce que moi, à une époque, je passais quasi plus de 50% de mon temps à faire de la code review. Je me rappelle de la proportion de personnes. Voilà, c'était à une époque où on bossait avec des sous-traitants et c'était pas forcément la joie. Indian style, tu veux dire? Voilà. Donc on passe énormément de temps à faire la code review. Code review qui est un exercice nécessaire pour la vie d'un projet, parce que c'est là aussi où vous allez réellement améliorer la qualité de votre projet et faire monter en compétence les personnes qui débarquent sur votre projet. Donc c'est surtout pas la code review qui fait enlever, mais plutôt la code review qu'il faut améliorer, pour la rendre plus efficace. Donc comment? Alors déjà le premier truc c'est utiliser un IDE. Je donne des cours à l'IUT et je vois encore beaucoup trop d'étudiants qui me disent ouais mais IDE ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Ça vous apporte pas que de l'autocomplétion. Votre IDE, la plupart du temps, il y a une petite colonne à droite qui vous lève des petits warnings de temps en temps. Bah, c'est cool de les corriger avant de faire une PR. Ça fait gagner du temps à la personne qui vous relie. Se dire attention, t'as oublié ce machin-là, je suis sûr que dans ton IDE c'est remonté. D'autant que pour le cas de PHP Storm, il y a des super plugins, le plugin Symfony, le plugin ES Inspection qui vous lève vraiment un audit en temps réel gratuitement. Et c'est juste qu'on leur apprend pas parce que c'est qu'un IDE souvent. Ouais. Je sais. Mon frère sort d'un an de formation accélérée pour être web dev, et il sait pas. Je sais, il a ça tout m'attriste un PHP beaucoup, Storm, mais oui. quoi. Et en plus, il faut rappeler, c'est gratuit pour les étudiants. Ouais. Et pour les projets open source, donc par exemple, voilà. Donc tu peux aussi bosser avec Nano, mais c'est pas cool quoi. Donc ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous conseille un outil que ça faisait des années que j'avais dans ma to-do, peut-être des années, qui s'appelle PHP Stan, donc qui est l'acronyme de PHP Static Analysis Tool, qui va vous le faire réaliser une audit sur votre code suivant des niveaux de violation que vous allez configurer. Donc là, par exemple, j'ai mis level max. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un nouveau projet. Donc bah, forcément, il y a très peu de chances d'avoir des violations. Si vous débarquez, si vous voulez mettre en place ce genre d'outil sur un projet qui existe depuis des années, commencez absolument pas avec le level max, vous allez vous faire peur. C'est pas l'objectif, commencez par le plus bas niveau pour régler les trucs les plus importants et graduellement monter en puissance. Ça s'installe encore une fois avec Composer, donc vous l'ajoutez dans vos dev dependencies. La ligne de commande est un peu longue uniquement parce que je veux aussi, dans le cadre de ce projet, lancer une analyse de code statique sur mes tests unitaires. Parce que ça reste du code, donc c'est sympa de l'analyser. Et bon, dans ce cas-là, il n'y a pas d'erreur, parce que je n'avais pas d'exemple au moment de réaliser les slides. Mais toutes les violations de votre code sont remontées avec le contexte et l'explication dans la ligne de commande. Donc c'est un truc très intéressant à exécuter avant de commit et de faire sa PR. Parce que déjà on a un feedback très rapide. Pour le cas de Symfony, il existe des petites commandes, j'avoue que je ne connaissais pas il n'y a pas très longtemps, qui sont des linters en gros, qui vont vous permettre de vérifier la syntaxe de vos fichiers Twig et YAML. Donc ça mange pas de pain, la plupart du temps votre IDE sera déjà capable de vous dire attention, tu as fait de boulet dans ton fichier. C'est quasiment instantané, ce serait dommage de s'en passer. Et c'est aussi le cas pour les fichiers XIF, pour la traduction, si vous en utilisez. Ouais. Ça t'intéresse en fait. Oui. C'est dans le développeur. D'accord. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que Insight, le projet sur lequel je travaille, c'est 90% d'analyse statique. Donc si vous voulez en parler de PHP Stan ou de machin, je vais dire ça. Justement, j'avais envie de discuter aussi de Insight avec toi. Ah ben, c'est parti. Tu fais des promotions pour Noël? Mais tu vois, regarde, celle juste après. Ah, J'allais rajouter le troisième en fait. Voilà, alors j'en ai testé quelques-uns, c'est clairement pas une liste exhaustive parce que j'ai passé pas mal de temps à tester plein d'outils. Scrutinizer et SonarCube, il y en a un que je l'ai éliminé parce que c'était beaucoup trop cher et l'autre c'était une usine à gaz qui me plaisait pas. En perso, SensuLabs Insight que j'ai utilisé, et Codassi qu'on a gardé sur un projet interne. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec Codassi, mais qu'on peut aussi faire, je pense, avec beaucoup d'autres outils. En général, les outils d'analyse de code statique vont vous permettre d'avoir une sorte de dashboard, donc pour suivre l'évolution de la qualité dans votre projet. Là, c'est le cas de Codassi. Donc, vous voyez qu'il y a une petite courbe là. Hop, hop, là.
Ça montre un petit peu la tendance globale en termes de qualité dans le projet. Donc là, on voit on est passé de 20% à 19% dans les 31 derniers jours. C'est bien, mais c'est pas non plus foufou. En dessous, on a une sorte de breakdown avec toutes les catégories d'issues qui ont été remontées. Donc il y a sécurité, potentielle erreur, code style, compatibilité, code utilisé et performance. Donc là, il y en a 11 000, il y en a plus de 11 000. C'est un projet qui a plus de 7 ans d'existence, qui a connu peut-être une quarantaine de développeurs, sans jamais un seul moment d'avoir l'analyse de code statique. Donc voilà à quoi on peut s'attendre sur un vieux projet legacy. Si vous commencez un nouveau projet, il faut target le zéro issue. C'est pas évident. Mais voilà. Et ce qui, moi je trouve super intéressant, mais qui peut être un peu violent sur les PR, c'est l'intégration directement au sein de votre repo. Donc vous allez faire une PR, une analyse de code va être lancée sur votre PR et vous allez recevoir directement les résultats dans votre PR. Donc directement dans votre code, vous allez avoir un petit commentaire s'il y a un truc qui ne va pas. Et attention, son truc ne marche pas, corrige-le, voilà un lien si tu veux plus d'infos. Donc, en termes de gain de temps, pour les mecs qui font de la revue de code, c'est juste monstrueux. Parce que personnellement, dans ma liste de PR à regarder, des fois j'en ai une trentaine. Et quand je vois un build fail, ça veut dire que la PR est encore bourrée d'erreurs, ou en moins quelques erreurs. Ça vaut pas forcément le coup de regarder tout de suite. C'est pas prioritaire. Donc déjà, ça fait un premier triage. Ça permet aux personnes qui poussent du code déjà d'avoir un feedback aussitôt pour leur montrer les axes de progression sur leur code et entre guillemets gratuitement. Parce que pour les projets open source, c'est gratuit. Pour les projets privés, c'est payant. Et c'est le cas, c'est le business model de toute façon de ce genre d'outils. Je ne vais pas me contredire là-dessus. C'est clair. Comme ça que Ouais. Donc là, je parle que de Codassi parce que voilà, de toute façon, Insight fera une bien meilleure place que moi là-dessus. Mais il y a un truc qui est différent, je pense, principalement sur Codassi. Je connais pas Codassi précisément. Je pense que Insight, c'est surtout qu'il est spécialisé Symfony. Il y a une grosse partie Symfony qui a probablement. clairement, c'est les recommandations Symfony qui m'ont poussé à l'utiliser sur un projet perso. Et le truc en bas là pour la petite anecdote, c'est un fichier Magento que j'ai eu à surcharger, donc une classe abstract. Quand on la surcharge dans Magento, il faut copier-coller le fichier dans son arborescence locale pour apporter sa petite modif. Donc c'est dégueulasse, hein, c'est la techno qui veut ça. Et pour l'anecdote, on s'est retrouvé avec une méthode qui fait 450 lignes, qui a une complexité cyclomatique de 87 alors que le seuil c'est 10. Donc déjà c'est costaud. Et la complexité NPass est un chiffre que je ne pourrais pas prononcer tellement il y a d'unités. C'est pas le maximum que tu puisses mettre sur un int 12 là quoi. Il y a des chances. Dépasser un peu là. Je pense que juste le nombre de chiffres qu'il y a dans le truc, ça peut être Ouais, non mais assez, tu vois. voilà, ce fichier il est juste dégueulasse au possible. C'est une classe abstract qui gère l'intégralité de l'export des produits Magento. Donc il y a je sais pas combien de if imbriqués, il y a je sais pas combien de for each imbriqués. C'est juste horrible. Donc ce fichier je vais même supprimer. De toute façon c'est du code mort donc ça sert à rien de patch. Question, tu as des fichiers de conf comme Sensu Insight? Ouais, alors tu aperçois très vaguement une entrée ici qui s'appelle Code Patterns qui va te permettre de régler, d'ajuster toutes les règles d'analyse. Donc par exemple PHP CodeSniper, tu peux le faire en fichier, mais tu peux le faire aussi via interface. Donc c'est mieux de le faire par fichier parce que déjà tu versionnes avec ton code et tu peux le basculer de projet en projet. Et puis tu peux faire une config différente par branche. Aussi. Insight n'avait pas ça au début et je l'ai ajouté parce que c'est super. C'est multilangage aussi. Hein. Ouais, Ah, Codassi Ouais, pour le coup c'est comme super. on utilise Sonarcube, parce que peut ça- être multilangage, donc Mais Sonarcube, c'est Java hyper lourd, non? C'est pas ça? c'est le truc qui est en Java, c'est un peu lourd. Je l'ai installé, c'est atroce. Oh, la vache, On dirait une machine dédiée pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. Faut une Ça marche machine. bien. C'est J'espère. Est-ce que tu veux me faire installer? Ouais. Ok. Combien de machines chez toi avec ça? clairement SonarQube, moi Tu je veux l'ai payer testé en local, c'est une usine à gaz que j'ai abandonnée au bout de je pense 3 heures. Mais j'ai mis Docker. J'ai mis Ouais, avec le conteneur Docker. Ouais. Le Docker, déjà en lui-même, il est hyper gros. C'est genre 1 giga et demi. Putain. Un Docker, 1 giga et demi. Le truc qui est cool avec Codassi, c'est que vous pouvez choisir d'ignorer certains fichiers Oui. dans votre Suyana où vous dites je m'en fiche, Oui, je n'ai oui. pas envie de l'utiliser. Les règles, même erreur par erreur, si tu dis ça, je ne réglerai pas. C'est bon. C'est quel bizarre.
Ouais, c'est clair. Julien, c'est clair. Par exemple, dans le cas de Magento aussi, tous les objets relatifs au framework, tu les dégages parce que tu vas pas t'amuser à corriger les fichiers Magento. Enfin, Je crois que tu lis le nom de ton projet. ouais, c'est pas grave. Pour ceux qui n'auraient pas compris encore. Ouais, Je crois que tu lis le nom des gens qui travaillent sur ton projet. c'est pas grave. Celui-là. Ayons une pensée pour nos amis indiens. Voilà, c'est ça. Bon, ça galère, je vous montrerai tout à l'heure les codes patterns parce que là, ça. Ouais. Problème de net. Ah. Après, je me dis en 3G à la souterraine. Donc là, tu vois, par exemple, tu peux modifier les règles de CSS-lint, de S-lint, de JS-lint, de Jackson-linter, Node Security, PHP Code Sniper, PHP Mess Detector, PMD, PMD Legacy, SQL-lint, C'est pas mal leur business check. model, ils prennent tous les outils open source et ils les mettent payants. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est trop bien comme ça déjà. Après, c'est gratuit pour l'open source. Bah, on n'a pas fait ça, non, parce qu'il n'y a, pas d'outil open source. Il y a un truc en plus aussi, c'est qu'on fait de l'analyse dynamique dans les sites. Bah, la vraie plus-value aussi, c'est les recommandations Symfony. Enfin, Ouais. ça, Mais clairement. justement, pour les recommandations Symfony, c'est pas juste de l'analyse de code, on les exécute aussi. Donc, Non. concrètement, si je veux intégrer Codassi dans une bucket, il va falloir que je déclare mon projet sur mon compte chez Codassi. Non, en fait, je te le montrerai tout à l'heure parce que là, je suis en train de galérer avec ma connexion. Ouais. Mais via ton compte Codassi, tu lui donnes une clé de read-only sur tes repos pour qu'il puisse l'analyser. S'ils sont privés. S'ils sont publics, il n'y a pas de problème. Tu as juste à cliquer sur, tu tapes le nom, tu fais entrer et boum, c'est ajouté à ton compte. Ça, il y aura toujours un problème. De toute façon, si l'outil est externalisé, si tu ne peux pas l'embedder, c'est pas un truc téléchargeable, il faudrait qu'il accepte ton repository. C'est obligatoire. Choisir. Donc, je leur ai dit, meilleure autonomie de l'équipe, parce que déjà, ils ont une code review de premier niveau automatique par les outils d'analyse que vous allez mettre en place. En termes d'impact sur la qualité, c'est juste génial. Parce que on a beau passer beaucoup de temps à faire de la code review, on n'est pas infaillible. Il y a peut-être des petites boulettes qui peuvent passer. Et ajouter, j'allais dire un autre œil, mais pour le coup, une machine au process d'analyse, c'est toujours intéressant. Et ça permet d'apprendre des petits trucs. Donc, gratos ou payant. Donc, tous les outils dont j'ai parlé en ligne de commande sont gratuits. Les interfaces, par contre, si c'est des projets payants, c'est payant. Ensuite, parce que là, on parlait d'analyse de code pour la sécurité, parce que la sécurité, c'est un point important. Donc, on essaye d'éviter les failles basiques, les injections SQL et compagnie. Mais que se passe-t-il au niveau des dépendances? Pourquoi? En gros, vos dépendances, elles ont aussi des dépendances. Ces dépendances-là ont aussi des dépendances. Donc, sauf si vous êtes un psychopathe qui a envie de vérifier à la main le contenu de toutes ces dépendances, vous n'allez pas le faire manuellement. Clairement pas. Ce Composer, c'est lorsque vous installez quelque chose avec Composer, vous n'allez pas forcément le voir naturellement, et ça installe vraiment tout un tas de choses. Il y a une petite commande, vous faites un Composer show avec un -tree, et ça va vous faire un petit arbre avec toutes les dépendances qui sont dans votre projet. Je l'ai fait sur un petit projet Symfony que j'ai commencé, j'en étais déjà à 160. Et j'ai quasiment rien installé. Donc, de quoi 4. Mais un website skeleton. Ah ouais. Enfin, j'ai eu un peu la flamme d'installer des trucs un par un. Je suis parti sur le website. Le website Skeleton, c'est l'alternative à Flex. Non. Non. C'est l'équivalent. C'est que ça embarque plus de choses. Non, quand je faisais le Composer Create Project Symfony Skeleton, ça m'installait uniquement Flex et Framework Bundle. C'est quoi, non, Le website Skeleton, il m'appelle Free, il m'appelle Free, il m'appelle C'est pas l'équivalent du full bundle. Non. Il y a pas vraiment. Il y a beaucoup moins de choses quand même. Ouais, c'est pas très facile à comparer. Parce que ça fait plus de choses, mais c'est toujours le côté incrémental. Et ce que j'ai pas dit dans Flex aussi, c'est que tu peux supprimer les dépendances. Quand tu supprimes, ça déconfigure le website. Donc tu peux partir du website, Skeleton, et retrouver ce Skeleton. Donc c'est pas très grave. Non, mais ça me fait plaisir que tu sois là pour répondre à ce genre de questions. Mais... je peux mise ma voix. Donc, je vais vous parler d'un outil tout à l'heure. C'est des chiffres que j'ai récupérés hier.
Donc tout en haut, c'est le nombre de composants.log qui ont été analysés par un outil que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc 83 millions. Le chiffre juste en dessous, un peu plus de 7 millions, c'est le nombre de composants.log qui ont été reconnus avec des vulnérabilités connues. Donc à peu près 9%. Tout ça depuis 2014. Je crois que c'est la date de sortie. Tu parles de quoi? De Security Checker? Ouais. Je sais même pas où est-ce que tu as chopé ces chiffres. Sur le site. Sur le site. Ok, je savais pas qu'ils étaient. Voilà. Donc j'ai un peu gratté parce que je voulais une slide avec des chiffres. Donc voilà, quasiment 9% des composants.log qui ont été analysés par le Security Checker ont été flagués comme failles de sécurité, avec des failles de sécurité connues à l'intérieur. Sachant que plus t'attends, plus ça monte. Si tu fais rien, tes bouts ne bougent pas, avec le temps, ils vont devenir de plus en plus insecure. Forcément. Bah après, sur un projet abandonné, il y a peu de chances qu'il passe dans le Security Checker. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'il y a un autre truc qui sont sortis. Ah, trop bien. Le mec, il a 3 ans d'avance. Voilà. Donc j'ai pas le t-shirt Sensio, mais je vais Ouais, parler bah, quelques pas quelques toi, trucs. ouais, Ah, t'es merdé le corps de Limousin en fait. T'avais plus de commercial pour cette seconde. Hein. Pour le coup, ouais, et pas que Sensio, tu verras tout à l'heure. Ah, d'accord. Donc en gros, il y avait 22 millions de vulnérabilités qui ont été détectées via cet outil. Donc comment se prémunir de ce truc-là? Première chose, si vous utilisez PHP Storm, il vous suggère d'installer le Rove Security Advisories en tant que dev dependency dans votre projet. Donc c'est un premier truc qui peut être fait très simplement. Personnellement, je ne suis pas spécialement fan parce que si vous ne le faites pas en début de projet, bah, ça a peu d'intérêt parce qu'il ne va être triggered de mémoire que si vous faites un composer require. Donc si vous êtes par exemple un composer install sur un composer.lock qui contient déjà des vulnérabilités, bah, ça va passer. Ce qui est un peu dommage. D'un autre côté, vous avez le Sensio Lab Security Checker. Pareil, vous pouvez vous installer en dev dependency. Et là, par contre, vous l'invoquez manuellement. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez vérifier s'il y a des vulnérabilités dans votre composer.log. Ces deux outils, dans tous les cas, reposent sur la même base de données qui est open source, qui est visible par tout le monde, que vous pouvez consulter sur GitHub et vous pouvez même y contribuer. Donc, tout ça, c'est transparent. Choisissez lequel vous voulez. Le plus important, c'est au moins de vérifier si vous n'installez pas des choses avec des vulnérabilités. Et le truc qu'on a commencé un peu à teaser, c'est ce qui a été annoncé au Symfony Live par Fabien, c'est un nouvel outil qui vous permet d'uploader un composer.log et d'être alerté automatiquement lorsqu'une vulnérabilité et une nouvelle vulnérabilité est détectée dans ce composer.log. Donc, admettons, vous livrez un projet à un client, vous avez un temps de maintenance très réduit, ça peut être une bonne alternative. C'est-à-dire que, en termes de pricing, si je me souviens bien, c'est 3 € pour 3 ans, un truc comme ça. Non, 2 € par mois. Par mois pendant 3 ans. Pour 3 ans. Enfin, en gros, tu payes une fois. 2 € Oui, par voilà. mois. Donc ça fait une petite contribution, mais d'un autre côté, vous pouvez proposer ça à un client dans une démarche un peu qualitative, en mode la sécurité, on y jette quand même plus qu'un coup d'œil intransigeant là-dessus. C'est aussi une façon de distribuer le compte. Et c'est aussi une façon de contribuer à l'open Parce qu'en source. fait, c'est un outil qui. Ça nous coûte 2 € par mois, en gros, si on a le nombre de clients qu'on utilise. Et après, vous pouvez mettre plus si vous avez envie. Voilà. C'est jusqu'à 20 € je crois le max. Au début, il y avait 20 €, puis il y a un mec qui nous a dit que c'était pas assez. Du coup, on a mis 50. Mais Ah. tant mieux. Serait-il que, mettons, vous mettez 2 € par mois, c'est que dalle dans le cas d'un projet, vous demandez à un client. Tout ça, c'est super facile à intégrer, donc c'est dommage de s'en passer. Ne serait-ce que les petits outils en ligne de commande, ça vous prend 5 secondes à taper sur votre clavier. Si tout se passe bien, très bien. Si jamais il y a quelque chose qui est remonté, bah, il est temps de le corriger, parce qu'une faille connue, c'est-à-dire que des gens pas forcément super bien intentionnés sont aussi au courant. C'est maintenu par la communauté, donc il y a énormément de trucs qui sont remontés. Et bah, que dire de plus qu'à part personne n'a envie d'une brèche de sécurité dans son application. Donc voilà. Ça marche pour tous les projets PHP. Tous ceux qui ont un composer.log. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est pas juste Symfony, c'est pas juste Drupal, c'est pas juste. Voilà, Tous les projets Symfony qui utilisent Composer. Encore des personnes qui versionnent leur Excusez-moi, désolé, mais le dernier point que je n'ai pas vraiment utilisé, c'est quoi ce service? Ça va faire Celui-là un truc automatique. Ouais, en fait, tu uploads à un instant T ton composer.log. Et en fait, si une nouvelle vulnérabilité est détectée plus tard, donc au moment où tu l'uploades, il n'y en a peut-être pas forcément, mais peut-être que 6 mois après, ça va être détecté. Là, tu recevras une alerte email pour dire attention, une vulnérabilité est présente dans ton fichier. Voilà.
C'est ça. Et ça fait exactement les mêmes checks que le Symfony Security Checker. Voilà. Essential Lab Security Checker. Donc voilà. Donc, le Makefile maintenant. Pourquoi le Makefile? Là, je vous ai présenté plein de nouveaux outils. Donc, au tout début de la page, je disais que déjà, on passait notre temps à taper des commandes toute la journée. Donc là, on va en taper encore plus. C'est un peu contradictoire. Donc déjà qu'on passait notre journée à taper tout un tas de commandes, là, c'est encore pire. Vous allez me dire, ouais, on peut utiliser des bash alias. C'est pas faux. Maintenant, les bash alias, quand vous devez les partager à d'autres personnes, c'est juste insupportable, parce que vous avez soit l'option, vous balancez tout votre fichier à quelqu'un et cette personne fait le tri, soit vous lui envoyez des bouts de snippets par chat à longueur de journée. Quand il y a une personne, ça va, quand il y en a 10, c'est beaucoup plus frustrant. Donc comment on gère ce truc-là? Encore une fois, on crée un fichier Makefile, donc c'est un fichier texte, de la même façon que le Dockerfile, et tout pareil, en fait, vous allez, tout pareil qu'un fichier d'alias bash, vous allez définir des targets. Donc les targets, c'est les trucs en jaune à gauche, et les actions. Donc là, par exemple, mon action qui s'appelle lint, je vais lancer les linters de Symfony, et je vais lancer mon petit ESLint sur mes fichiers JS. Donc là, je tape make lint, et boum, ça me lance tous mes linters. Je fais un make PHP CS Fixer, et ça me tape ma commande à rallonge qu'il y avait tout à l'heure sur un slide. Donc déjà, c'est beaucoup moins verbeux. Pareil pour PHP Stan, on gagne du temps. Et le truc qui est rigolo, c'est que vous pouvez aussi faire une target qui appelle plein d'autres targets. Donc par exemple, moi j'ai un make check qui me lance tous mes linters, qui me lance un PHP CS Fixer sur mon code, qui me lance mes tests unitaires, qui me lance une analyse de code statique et qui me lance les tests de sécurité sur mon projet. Donc make check, c'est quand même beaucoup moins verbeux que tout le truc que vous avez là. Et par contre, c'est des tabulations. Si jamais vous avez le malheur de mettre des espaces, vous allez prendre très rapidement dans les dents. Si tu associes ton fichier en tant que makefile, tu n'as plus le problème. Ouais, et ensuite tu peux faire du reformat, ça te met des tabulations à la place. Comment ça gérer dans un sublime texte En fait, soit tu passes par autre chose que PHP Storm, soit tu configures bien PHP Storm. Mais c'est possible. Peut-être. C'est rare qu'un problème reste longtemps dans l'environnement PHP Storm. Peut-être. Et j'ai perdu. Si, il y a un truc qui peut être un peu compliqué, c'est que vous ne pouvez pas passer de paramètres à une target. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, make check, alors plutôt make cache pour vider le cache dans l'environnement dev ou de prod sur Symfony. Vous ne pouvez pas le passer en paramètres. Par contre, il y a une petite astuce. Vous pouvez demander à l'utilisateur de taper une chaîne, donc en mettant une chaîne par défaut. Et en gros, par exemple, il fait make cache, vous le proposez dev en valeur par défaut, il refait entrer, boum, ça vide dev. S'il met prod, pouf, ça vide prod. Ou alors sinon vous faites make cache-dev ou make cache-prod. Voilà, c'est l'astuce que j'ai mis sur un projet. Tu peux associer des Oui, environnements aussi. c'est un exemple. Pour le coup, c'est sur un vieux projet Symfony 2. Du coup, ce truc-là, vous allez le partager directement avec les sources de votre projet. Donc, n'importe qui clone le projet, boum, il récupère tous les alias. C'est pratique. En termes d'écriture et de maintenance, c'est un fichier texte, donc n'importe quel développeur va être capable de rentrer dedans, de le lire et de l'améliorer. Et ça peut être aussi utilisé pour partager un peu la connaissance, parce qu'en fait, d'un coup d'œil, vous allez voir tous les outils qui sont utilisés dans un projet. Donc, c'est assez rigolo. Et la morale de l'histoire, c'est que si vous avez une commande qui vous fatigue, pour rester poli toute la journée, vous l'ajoutez dans le makefile et comme ça vous la tapez plus. Vous la tapez indirectement. Il y a eu une presse lors du Symfony Live avec un repo qui s'appelait Symfony Bootstrap, je sais plus, je crois que c'est Romain qui le... Ouais, je crois que c'est lui l'auteur de ce truc-là. Et dedans, tu as un makefile qui contient tout un tas de tests, de targets pour l'analyse de code statique, pour tes projets Symfony avec tout un tas de commandes qui sont déjà aliasées. Ça, je peux pas te dire. Si tu peux, c'est bon. Voilà. Donc,
Non. Là, on a vu les makefiles. Les git hook. Alors, les git hook, en fait, déjà, pourquoi on va avoir encore un autre truc en fait, les makefiles, c'est cool, mais vous avez toujours tapé quelques commandes. Il en reste encore. Parce que peut-être que vous n'en tapez pas 10, mais vous en tapez quand même une. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un comme ça dans votre équipe qui se dit ouais, une commande, c'est toujours trop. Il y a une solution pour ce genre de personnes. Chez les git hook. Les git hook, si vous faites un git init dans un repo, vous allez avoir un sous-répertoire qui est donc le point git/hook avec plein d'exemples à l'intérieur. Donc là, il y en a une petite dizaine. Et ces trucs-là, en fait, vont pouvoir s'intégrer directement à votre workflow Git en local ou même sur le serveur. Le serveur, on verra pas le temps. Donc par exemple, là, il y a du pré-commit, il y a du pré-rebase, il y a du pré-push, il y a du commit message. Et en fait, tous ces trucs-là vont vous permettre d'ajouter des vérifications ou des traitements supplémentaires dans vos commandes Git habituelles. Donc là, par exemple, c'est un cas réel. Pour le coup, je l'ai anonymisé celui-là. Sur un projet où en gros on a décidé que les messages de commit suivaient un format particulier pour en gros lier notre bucket plus facilement à notre Jira. On s'est dit qu'au départ c'est numéro de ticket, 2 points, ensuite le module et ensuite un petit blabla. Donc là j'ai créé un fichier qui s'appelle commit message qui en fait récupère le message de commit qui est donné par l'utilisateur. Ensuite derrière je récupère de façon dynamique la liste des modules qui existent déjà. Parce qu'en fait, on fait numéro du ticket, 2 points entre crochets, le module qui est impacté et un petit message. Donc pour que ce soit dynamique et qu'on ne se retrouve pas avec une regex hardcodée un peu crado dans le script, c'est récupéré dynamiquement. La regex, elle est construite ici. Ensuite, je vérifie que le message de commit matche bien avec la regex. C'est le cas, il y a un petit message, ouais c'est cool, ton message passe, code de réponse 0. Le cas échéant, ton message n'est pas bon. Voilà les regex pour valider ton commit et commit refusé. Ça évite de passer un temps monstrueux dans Bitbucket à dire ton message de commit il est pas bon, merci de suivre cette reject, blablabla. Là déjà le mec il est bloqué en local. Il peut même pas pousser sur le repo s'il n'a pas fait un message de commit correct. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez très bien lancer des tests d'analyse de code avant de commit. Donc par exemple, admettons, vous lancez les tests unitaires sur le commit. C'est-à-dire que le mec, si les tests unitaires ne passent pas, il ne peut pas commit. Donc c'est un peu violent quand même comme façon de faire. Mais c'est possible. C'est violent. C'est la commande de code formatting, par exemple. Ouais, clairement. Ouais, parce que les tests unitaires, c'est peut-être un peu. Il y a le Grum PHP qui est un truc. J'ai jamais réussi à l'utiliser comme PHP. Mais avec tout ça, t'as pas un bon format de commit. J'ai jamais réussi à configurer. Ouais. Non, c'est assez simple, tu définis tes tasks et chaque task, tu as plusieurs intégrations disponibles. Et ça, tu peux Et le c'est pas versionner. juste. Non. Par contre, tu peux l'installer avec un makefile. Donc c'est-à-dire que, imaginons, dans ton makefile, tu as une target qui s'appelle install, qui va faire le setup, on va dire, basique de ton environnement. Tu pourrais très bien dans ta target install, tu pourrais avoir dans ton projet avoir versionné ce script, et dans ton make install, le déplacer au bon endroit, enfin le copier au bon endroit. Ce serait un problème de sécurité de mettre dans le serveur parce que ça veut dire que au moment où tu fais un clone, il y a du code que tu connais pas qui s'exécute. C'est un peu chaud. Déjà, il y a Tu peux aussi une bloquer les sécurité commandes. il y a quelques semaines sur ça. Tu peux bloquer les commandes Git aussi, c'est moche parce qu'à fois tu clones, tu peux même faire un commit. Ouais. La personne elle est toute seule chez elle, Ouais, loin de non. tout le monde. Check l'environnement. C'est pas très gentil. Ah ouais. Après, le makefile dont je parlais, regardez quand même ce que fait la commande avant de l'exécuter, hein, évidemment. Prenez pas le makefile trouvé sur GitHub d'un mec un peu chelou pour exécuter des choses, hein, parce qu'au final, c'est script bash derrière. Donc ça peut péter votre système si vous faites pas gaffe. Donc voilà, ça peut faire des tests additionnels, ça peut trigger des process en plus. Par exemple, admettons, vous poussez une nouvelle branche, boum, ça va lancer un déploiement sur votre infrastructure code quelque part. Pareil, c'est un peu bourrin, mais c'est possible. Et le truc qui est super intéressant, c'est que ça marche avec n'importe quel langage de programmation interprétable par le système. Donc vous pouvez faire du Ruby, vous pouvez faire du Python, vous pouvez faire du Bash, vous faites ce que vous voulez un petit peu. La seule limite, en fait, pour les hooks, en fait, ça va être votre imagination, parce que vous pouvez tordre on va dire, les commandes Git un petit peu comme vous l'entendez. Voilà, je crois que ça existe.
Et je termine par un truc un petit peu Juste, t'as dit que t'en parlais pas, mais niveau production, c'est quoi qui est possible de faire niveau production, c'est-à-dire Je sais pas, t'as parlé de look en production. non, serveur. Sur serveur. Donc par exemple, alors je les ai plus en tête, j'ai plus en tête la liste, mais tu as des hooks que tu peux configurer par exemple sur Bitbucket pour répondre à certains événements. Par exemple, le fait qu'une nouvelle branche a été poussée. Donc là, pareil, il faut trouver un cas d'usage. Là, j'en ai pas sous le coude, mais tu peux encore faire des choses. Typiquement, le trigger pour les analyses de code sur les pull requests, je pense que c'est basé sur un Git hook à la base. Qu'on voit pas forcément parce que c'est derrière toute l'interface qu'on voit de Bitbucket ou GitHub. Je pense que c'est tout simplement un Git hook derrière. Donc Blackfire. Pourquoi Blackfire? Parce que les perfs, c'est un sujet à ne pas qui est trop souvent négligé à mon goût, et c'est un outil que j'utilise depuis plusieurs années et qui fait partie de ma toolbox qui n'en sortira pas de sitôt, je pense. Pourquoi? Pareil, j'ai mis une petite... Mathieu m'a dit qu'il avait mis des gifs partout, donc moi j'ai mis des images aussi de temps en temps. Mais je pense que cette phrase est beaucoup plus parlante. Donc ça vient des stats de Google, et c'est un truc qui a été tellement rabâché que je pense que tout le monde l'a entendu au moins une fois, qui est que plus de la moitié des utilisateurs se barrent ou quittent votre site au bout de 3 secondes s'il n'est pas chargé. Donc si votre petit site perso, c'est pas forcément méchant, sur une boutique e-commerce, c'est catastrophique. Ça peut couler un business, ce genre de problème. Et aussi, même si votre code passe tous les tests d'analyse de code statique, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus rapide. Donc, écrire du code propre, c'est bien, mais c'est pas non plus une fin en soi. Il faut aussi l'éprouver face à des tests de performance. Donc, comment on fait? Alors, installer Blackfire, la seule difficulté que j'ai eue avec Blackfire à l'époque, c'est quand on travaillait avec ZenServer, qu'on avait des extensions un peu bizarres configurées par l'hébergeur, donc c'était chaotique. Si vous avez une stack classique, c'est super simple. Vous installez l'extension PHP, vous installez l'agent, et vous installez l'extension, soit Chrome, soit Firefox. C'est tout ce qu'il faut. Après, vous configurez 2-3 petits trucs dans votre PHP-ini, mais c'est tout ce qu'il faut. Si vous, en plus, vous passez par le conteneur Docker pour gérer votre agent Blackfire en local, c'est encore plus simple. Moi, il fait partie de tous mes environnements avec Docker Compose. Une fois que c'est installé, vous avez une petite icône qui apparaît à côté de la barre d'adresse. Vous cliquez dessus. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait à jour. Vous cliquez sur Profile, vous allez avoir une petite barre de progression qui va arriver. Une fois que c'est terminé, vous avez des stats qui apparaissent. Donc là, on a le web time, on a le temps passé dans le file system, le temps CPU, la RAM qui est utilisée et le nombre de requêtes SQL. Et si vous cliquez sur View Profile, vous avez ce graphe-là. Donc le graphe, vous pouvez faire du sort sur les commandes, vous pouvez faire rechercher, vous pouvez cliquer sur chacune des entrées pour voir ce qu'il appelle, ce que ça appelle. Bref, ce truc-là, c'est vraiment super puissant. Ça peut être un petit peu perturbant quand vous tombez sur une page avec autant de flèches un peu partout et des cases partout, parce qu'il faut s'y retrouver forcément. Au départ, c'est un peu compliqué, mais on s'y fait très rapidement. Par défaut, alors je sais pas si ça fait partie de l'édition gratuite, les recommandations. Je crois que les recommandations et les assertions, c'est pas la version gratuite. Ah non, c'est 30 jours. Je crois que les non, je crois pas. Voilà. Ça, alors, faudra vérifier. Je vais parler de plusieurs features de Blackfire, mais je ne sais plus lesquelles sont gratuites et lesquelles sont payantes. Il faut juste regarder la brochure. Toujours est-il que vous avez des trucs qui sont super intéressants, c'est les recommandations, parce que ça va vous faire des recommandations à la fois sur les performances, mais aussi sur l'aspect sécurité des fois de votre application. Vous allez avoir des conseils pour optimiser votre configuration, notamment au niveau d'Opcache, du garbage collector qu'il faut par exemple désactiver pour éviter les petits aléas de performance dans votre exécution. Et j'en passe. Le truc, moi, que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir définir des métriques perso et des tests personnalisés. Donc, Blackfire, il y a quelques années, m'a permis de voir, parce qu'on avait un vrai problème de perf sur un site, m'a permis de détecter qu'on avait plus de 700 requêtes SQL qui étaient exécutées sur chacune des pages, uniquement pour construire le menu principal. Donc en fait, on avait une requête SQL qui était exécutée par entrée dans le menu. Donc si on a 10 entrées dans le menu, c'est chouette, ça va, ça passe. Quand on a 700 catégories dans le menu, ça commence un peu à piquer. Donc
via Blackfire et l'interface, là, ce truc-là, on est très vite tombé sur la source du problème. C'était très rapide à corriger, c'était l'histoire de quelques caractères. Toujours est-il que pour s'assurer que ce problème ne revienne pas, parce qu'en fait on ne pouvait pas supprimer le code qui était appelé, puisque c'était un cas légitime. C'est juste qu'il fallait l'optimiser et pas forcément l'appeler tout le temps. Donc pour s'assurer que ça ne revienne jamais, j'ai créé une métrique donc là, qui s'appelle catalogue getCategory URL. Donc je lui donne comme label getCategory URL calls, qui correspond en fait à l'appel d'une méthode, donc myMagento, voilà, la méthode getCategory de cette classe. Et ensuite, mon test dit que cette métrique ne doit pas avoir une valeur inférieure à 10 pour que le test passe. Donc, ce petit test-là, en fait, ces 12 lignes permettent de s'assurer que le problème qui a été corrigé à un instant T ne revienne pas dans une version postérieure. En 12 lignes. C'est relativement honnête. Autre chose qui est relativement intéressant, si vous utilisez des pipelines d'intégration continue, c'est jouer avec des scénarios. C'est-à-dire qu'après chaque déploiement, vous lancez une batterie de tests. Donc là, par exemple, dans le cas d'un projet e-commerce, vous lancez un test sur la home, vous lancez un test sur les différents types de catégories, sur les différents types de produits. Et suivant vos assertions et suivant vos tests, vous allez avoir un petit débrief par email. Si tout est ouvert, pas de problème. Ça va juste vous dire que c'est OK. Et si c'est toujours OK, au bout d'un moment, ça ne vous le dit plus. Je crois que c'est ça le comportement par défaut. Et s'il y a une erreur, par contre, vous êtes alerté immédiatement. Et chose qui est aussi assez puissante et que je pense que c'est quasiment là-dessus qu'il faut le plus aller, c'est que vous pouvez vérifier, par exemple, qu'une page ne prenne pas plus de 10% de dégradation de performance entre deux déploiements, entre deux profils. Ce qui veut dire que vous pouvez vous assurer que les performances de votre application vont toujours dans le bon sens et qu'il n'y a pas eu de dégradation à un moment donné, en étant toujours, encore une fois, proactif. On ne va pas attendre que le client nous dise hey, mon site il met 10 secondes à charger, ou hey, j'ai plus que 2 commandes par jour alors que j'étais à 100 avant. Je sais pas pourquoi, mais ça me semble plus local. Voilà, cette fameuse phrase. Pourquoi il faut rajouter les serveurs frontaux? Ah putain, il me spoil. Ça, c'est des exemples pour dire que c'est pas que de la bullshit marketeuse, parce que j'ai pas d'action chez eux, hein, je précise. Le premier, c'est le fameux profile qui m'a permis d'enlever 713 requêtes SQL de toutes les pages du site en front. Donc ça fait plaisir hein, de passer juste une demi-journée et de gagner 30% de wall time sur toutes les pages de son site en front. Voilà. C'est sympa. Ceux d'après, j'ai honte, mais je me souviens plus à quoi ça correspond. Je fais le slide un peu rapidement. Par contre, ces 3 profils, c'est sur le même projet. Donc à quelques mois d'intervalle, il faut se dire qu'on a fait moins 29%, moins 28% et moins 9% en l'espace d'un an, en temps de chargement sur la home. À tel point que sur notre ancienne infra, on était obligé d'utiliser Varnish. Donc on a migré, on a changé d'infra, on a juste supprimé Varnish, parce qu'il n'y a plus besoin. Donc certes, pour le coup, c'est un peu la conclusion en avance. Ouais, la version payante a peut-être un coût. Par contre, ça nous a permis d'éviter de saler la facture du client en ajoutant, je ne sais pas, 10 fronts pour tenir à charge. Là, on a juste optimisé l'application et ça tourne. C'est écologique. Voilà, pensez à l'écologie. Donc C'est la presse de Mars. c'est très C'est bien simple. comme slogan. C'est censé la planète acheter de l'actualité. Tu t'en parleras, Nicolas. Ouais, ça va. Donc c'est vraiment très simple à installer. Vraiment, si vous n'utilisez pas des extensions, enfin, je crois que c'est toujours incompatible avec Xdebug. Donc faut pas avoir les deux actifs en même temps. Personne n'utilise des bugs maintenant. Moi je l'utilise plus depuis des années. Les gens sont tous sous Backfire. Non, en vrai, des bugs, c'est utile. Enfin, des bugs de temps en temps pour certains trucs, mais je pense que dans Symfony, il y a de moins en moins d'utilité. Même sans parler de Symfony, personnellement je n'utilise plus Xdebug depuis des années. Ouais, je pense que, enfin, perso, j'utilise plus. Après, je déconne. Bon, ça va, j'ai jamais utilisé. Pour checker les données générales à l'instant. Tu fais quoi? Tu fais un random? Ouais, il utilise Xdebug. Ah oui, mais moi je fais pas de random. Je fais un DD. Ouais. Je suis un Le barbare. fameux DD. Donc voilà, la conclusion, je l'ai un petit peu déjà spoil, mais c'est super simple à installer.
Vous pouvez tester les performances, vous pouvez avoir des recommandations directement dans l'outil. Vous pouvez ajouter des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression dans votre application. Et vous pouvez économiser énormément sur votre infra. Juste en. Pour le coup, la version gratuite de Blackfire déjà peut vous remonter les plus gros problèmes de performance dans votre application. Vous n'avez pas forcément besoin de souscrire à l'offre Enterprise Direct. Testez la version gratuite. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et ça peut faire énormément de bien. Et ça, c'est une phrase qu'il y avait dans un des slides de Nicolas Symfony Live qui me tient un peu à cœur, c'est que tout ce que je vous ai montré en fait avant, au final, si vous le faites qu'une seule fois, ça ne sert pas à grand chose. L'effort, si la qualité de votre projet, si les performances de votre projet vous intéressent, c'est quelque chose qu'il faut suivre du début à la fin. Il ne faut pas se reposer sur ce laurier si ça va bien, parce qu'au final, 2 semaines après, ça se trouve, ça va repartir en fumée. Donc ça, c'est un peu tous les sujets que j'ai abordés, très rapidement, enfin, j'espère. Non, pas du tout. Je suis désolé, là-bas c'était non plus court. J'ai mis des petites flèches, mais il n'y a absolument pas d'ordre chronologique ou de trucs à faire en priorité. C'est à vous de voir quels sont les sujets sur lesquels vous voulez avancer. C'est pas forcément la réponse idéale que je vous ai montrée, mais sachez qu'il existe des outils qui peuvent répondre à des problématiques que vous avez tous les jours. Donc n'hésitez pas à tester tout plein d'outils. Il y en a tellement qu'il y a forcément quelque chose qui va match avec votre façon de développer. Et puis voilà, je vais arrêter. Wow. Merci d'être resté. Alors, est-ce que vous avez des questions, même si je pense qu'on a répondu un petit peu aux questions au fil de l'eau? Il y a encore un outil que je pense que tu as oublié au bout, que au fur et à mesure. C'est juste que j'avais plus de temps en fait. Tu déplaçais de la granularité en disant bon, on écrit du code, comment on écrit du code, comment on formate du code bien écrit, comment on compare à la communauté, comment on vérifie ce qu'on a fait fonctionne bien, que c'est bien performant, etc. Et au bout du bout, tu as encore quelques tests de sécurité automatisés avec des services tiers, évidemment payants aussi souvent, qui vont analyser un peu plus haut level, qui vont tenter d'écrire sur la partie web, sur le frontal, sur des éléments comme ça sur de la production. Alors, je ne fais pas que des tests de charge, mais juste d'essayer de tester les registres d'un fichier, le SQL, le DNS, des trucs comme ça. Pour le coup, là, ce que je voulais présenter, c'est un peu ce que pourrait être la toolbox d'un développeur. C'est du DevOps. Tu fais, c'est pas de la même ici, c'est ce dont tu parles, c'est plus des tests. Voilà, c'est plus une philosophie DevOps à mettre en place dans le cadre d'un projet. Ça va plus loin, quoi. Ça, on va dire que c'est comment commencer à bien s'équiper pour travailler, tout simplement.